Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. L'histoire des Nordiques de Québec en est une de détermination et de passion. En 1979, ils accèdent à la Ligue nationale et la rivalité entre Québec et Montréal deviendra féroce. Dans cette première partie de la saga des Nordiques, Richard Fortin et Jean-Claude Leflotte nous expliquent comment ils ont réussi. À Québec, un jeune avocat, Marcel Aubu, devient président des Nordiques. Et l'achat des Nordiques par la brasserie O'Keeffe assure enfin une assise financière au club. Printemps 1984. C'est soir de match éliminatoire au Forum de Montréal. Les Canadiens rencontrent les Nordiques de Québec. Ah, écoutez, Anton Stachny dans une bagarre, c'est très rare, ça, là. Les Stachny étaient les gars visés par le Canadien à l'époque. Ici, Nyland qui se jette sur Moller. Ça, c'est le vendredi saint, ça. La bagarre du vendredi saint, c'est là qu'elle a débuté. Lorsque Chris Nyland s'en est pris à Randy Moller. C'est là que ça part vraiment, Nyland, hein, dans... Nyland était la peste du Canadien, le gars le plus haï, avec Tremblay, avec Mario. Toi, la rivalité, tu la sens? Bien, on la sent, je pense que c'est un peu des deux côtés sont pareils. Quand on sait qu'il y a plusieurs personnes de ma région qui viennent me voir jouer ici à Québec. Tu joues contre ton ami Goulet, en plus. En plus, contre Michel Goulet. Les Canadiens de Montréal, 4. Les Nordiques de Québec, 0. Dans les années 80, quand on parle de rivalité, tout le monde sait qu'il s'agit de la rivalité nordique-canadien. Et de 12. Nia, 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 nia. Objectif. Oh, le coup de poing de Slager vient de nocouter. Hamel, qui était aux prises avec Slager pendant tout le temps, et lorsqu'il a laissé prise... Mario demande l'aide du soigneur. Le point culminant de cette rivalité, c'est la bagarre du Vendredi saint, en 1984. Elle a duré plus d'1 heure. Tout à coup, cette gauche est sortie, et Hamel s'est fait prendre. Il n'y a pas moyen de les identifier. Là, c'est un plongeon de Mark Hunter qui s'est jeté sur son frère. On aura tout vu. La pression que les deux équipes avaient, tu sais, je veux dire, c'est une guerre de clochers, en fin de compte. Deux compagnies, deux brasseries différentes. Il y avait une rivalité même, je te dirais, au niveau des journalistes. Il y avait des claques à gueule qui s'étaient promis à un moment donné, là, tu sais. Mais il y a eu un build-up extraordinaire alentour de tout ça, là. Michel Bergeron est l'entraîneur-chef des Nordiques. Le club appartient à la brasserie O'Keeffe. À l'autre bout de l'autoroute 20, Jacques Lemaire dirige les Canadiens, propriété de la brasserie Molson. Ces deux-là ne s'aiment pas, ce qui ajoute au spectacle et fait vendre de la bière. C'était unique, là. Cette rivalité-là, là. Parce que, d'abord, c'était deux villes au Québec. Souvenez-vous, à l'époque, c'était Molson O'Keeffe. Un partisan des Nordiques qui buvait de Molson à l'époque, c'était un méchant traître. T'avais pas le droit. Il y avait Corré, il y avait Savard, il y avait Lemaire. Moi, j'étais là avec Maurice Filion et Aubu. Donc, il y avait cette rivalité-là. C'est sûr que c'était plus Bergeron, Lemaire, parce que c'était tellement publicisé. Les journalistes venaient me voir. Si je répondais quelque chose de négatif envers Lemaire, allez voir Lemaire. Lemaire me répondait. Les journalistes revenaient. C'était la folie furieuse. L'avenue des Nordiques à Québec, ça me fait penser au premier jour des expos à Montréal. Claude Bédard est journaliste. Il a suivi les Nordiques de leur naissance à leur mort. Plus qu'un simple observateur, c'est un acteur de cette aventure. La presse faisait ses pages de journaux. On noircissait des pages de journaux à ce moment-là, à volonté. Et en plus, le calendrier de la Ligue nationale est venu nous donner, certaines années, 2 et 3 matchs durant la période des fêtes. Imaginez les chaumières du Québec. Tout voulait flamber, hein?
Les joueurs sont entraînés dans la spirale de la guerre des bières. Et ce n'est pas toujours facile. Les fois qu'on les battait en série de marathon, on passait une belle été. De l'autre, en compagnie de Ludwig. C'est gagné par les Nordiques. Et le but marqué par Peter Stachny. Mais les fois qu'on perdait, l'été était plus long un peu. Mais oui, je te dirais, oui, on saillissait, puis d'après moi, c'était réciproque, les deux bords. Eh bien, c'est un moment historique, puisque c'est la première fois depuis 1920 qu'une équipe de Québec et une équipe de Montréal se rencontrent dans la Ligue nationale. En direct du Forum de Montréal, la soirée du hockey vous présente le match tant attendu qui oppose pour la première fois les Nordiques de Québec aux Canadiens de Montréal. Dès l'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale en 1979, les Canadiens se méfient des petits cousins de Québec. En fait, ils ne les prennent pas au sérieux. Et le but, le premier du match. Jusqu'à la dernière partie de la 8e de finale de la série éliminatoire de 1982. Il se produit alors un événement stupéfiant. Et là, c'est bloqué. Les Nordiques battent les Canadiens. Le but est temps. Et les Nordiques vont emporter à 22 secondes seulement. Désormais, ce sera la guerre. Échappé à 2 contre 1. C'est sûr, quand on les a battus, ben là, c'était encore 100 fois pire. C'était quelque chose où les Canadiens commençaient à regarder un peu, là. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux. C'est évident, quand tu te fais battre par les Nordiques, pour nous, c'était quelque chose de grandiose de battre les Canadiens. Mais pour eux, là, c'était gênant un peu. Les Canadiens, qui quelques années plus tôt avaient gagné 4 Coupes Stanley d'affilée, se font moucher par un club de l'expansion. Les Nordiques continueront à briller avec leurs étoiles. Peter Stachny, Michel Goulet, Réal Cloutier et Daniel Bouchard. Une équipe formidable. La rivalité ne fera que s'amplifier jusqu'en 1987, jusqu'au fameux but refusé à Alain Côté en série éliminatoire. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tiré, le but! Voilà. Côté, voilà, c'est 3-2 pour les Nordiques. C'est incroyable. Et regardez Fraser qui s'en vient. Et Fraser avait presque parti de la ligne rouge en wavant, en disant non, pas de but, pas de but, pas de but. Et là, tout le monde sait aujourd'hui que le but était bon. En plus de ne pas donner le but, il donne une punition à Paul Gillis. Ron Fournier, ancien arbitre de la Ligue nationale, n'est pas d'accord. Ça n'a pas été un vol, ça a été une décision d'arbitre. Il faut vivre avec la décision d'arbitre. Et même avec la vidéo aujourd'hui, on ne peut rien y changer. La décision se fait sur le champ et on vit avec la décision. Bon. C'est malheureux pour les Nordiques de Québec, d'une certaine façon. Démoralisés, les Nordiques perdent la série. Ce n'est pour eux que le début d'une traversée du désert qui durera des années. Mais les Nordiques ont surmonté bien des épreuves depuis leur création en 1972. Québec, on l'oublie, est une ville de hockey. Les Bulldogs de Québec gagnent la Coupe Stanley en 1912 et 1913. Jean Béliveau est la vedette des As avant de faire carrière chez les Canadiens. En 1971, les Remparts et Guy Lafleur, avec Maurice Filion comme entraîneur-chef, remportent la Coupe Memorial. Mais 6 des propriétaires actionnaires des Remparts ont de plus grandes ambitions. Ils vendent leurs actions pour acheter une franchise d'une ligue de hockey qui n'existe que sur papier et qui est censée concurrencer la Ligue nationale. Très peu de gens y croient, y compris les amateurs de hockey de Québec. Et les Remparts étaient tellement populaires à l'époque qu'ils remplissaient le Colisée. Claude Larochelle et moi étions invités à prendre des dîners copieux dans différents restaurants et hôtels de la région de Québec pour nous dissuader de poursuivre la démarche, d'arrêter de parler d'un projet semblable parce qu'on disait ça va tuer le hockey junior, ça va tuer le hockey tout court parce que jamais ça va survivre, ce genre de hockey-là. Pour ébranler le monopole de la Ligue nationale, l'Association mondiale de hockey, l'AMH, doit frapper fort et payer le prix.
Pour la première fois, les joueurs de hockey professionnels bénéficient d'un rapport de force favorable. Leur salaire augmente. Les Jets de Winnipeg attirent la super vedette Bobby Hull avec des millions de dollars. Houston embauche Gordie Howe et ses fils Mark et Marty. Cette débauche de millions fait rire ou pleurer, selon le point de vue. Dites-moi, vous quittez, je pense, le club de hockey canadien. Oui, je viens de signer mon nouveau contrat avec l'Association mondiale de hockey. Là. Je m'en vais jouer à Calgary. Faire connaître le hockey à une nouvelle ville. Hein? Oui. Et puis l'amour du hockey. S'il vous plaît, monsieur, je m'excuse. Il y a un excédent de bagage, ça sera 50 $. C'est pas grave, ça. Tenez, servez-vous. Mais les businessmen de la Ligue nationale, en particulier le président Clarence Campbell, n'apprécient pas qu'on vienne jouer dans leur plate-bande. Quelles ont été les principales conséquences de la création de l'Association mondiale de hockey? Vos plans ont sûrement été dérangés. Cela nous a affectés de deux manières. D'abord, ils sont venus nous pirater, pour ne pas dire voler nos joueurs. C'est ce qui a immédiatement fait grimper les salaires et nos coûts d'opération. Québec doit se contenter du défenseur Jean-Claude Tremblay, un joueur extraordinaire, mais qui n'a pas le statut de vedette. Pourtant, les Nordiques ne sont pas à court d'idées pour attirer des vedettes. C'était Marius Fortier qui était directeur gérant. Puis la première année, j'étais dépisteur. Je suis arrivé un matin, Maurice, on va aller à Montréal demain. On va aller signer Maurice Richard. Oh boy. Là, je suis parti à l'arrêt. Je dis, là, attends une minute, là, il est bon joueur de hockey. D'être là à coacher, je ne sais pas si ça va l'intéresser ou quoi. Le lendemain, on est parti. On est arrivé chez Maurice Richard. On commençait à discuter, on commençait à parler. Puis là, il y avait un allié de notre base, c'était Mme Richard. Elle voulait absolument, absolument que Maurice vienne à Québec comme instructeur. Puis Maurice, lui, était... Mais je ne le sais pas. Je ne sais pas si je devrais y aller. J'ai jamais coaché. À un moment donné, à force que Mme Richard en parle, puis à force que Mme Richard pousse un peu, le Rocket a dit, bien, écoutons, oui, je vais essayer. La carrière de Maurice Richard à Québec a duré le temps de 2 matchs, un à Cleveland et un à Québec. Maurice est dans son petit bureau attenant au vestiaire des Nordiques, et là, les joueurs sont sur la patinoire. Présentation, la cérémonie du premier match de l'Association mondiale. Et on fait la présentation de Maurice Richard. Mais Maurice, pendant tout ce temps-là, était dans son bureau malade. C'était trop fort pour lui. Là. Il n'était pas heureux dans ce qu'il faisait. Et a dirigé son équipe. Et le lendemain matin, nous avons appris que Maurice Richard était déjà rendu chez lui, à Montréal, et qu'il ne reviendrait pas à Québec. Et ça a été l'histoire de Maurice Richard, coach des Nordiques. Autre idée géniale, embaucher le mythique gardien Jacques Plante comme gérant instructeur des Nordiques. Il signe un contrat de 10 ans. Ce que je retiens de Jacques Plante, c'est un type assez renfermé, assez seul, qui était difficile à trouver, à connaître, à discuter avec, avoir de longues conversations, des meetings. Il n'en faisait pas souvent. Alors, Jacques Plante, après 1 an, il restait 9 autres années, il a résilié son contrat, puis il est parti. Guy Lafleur est aussi courtisé par les Nordiques. Il n'est pas heureux à Montréal. Et après tout, Québec, c'est sa ville. Guy Lafleur, c'est un naturel à Québec. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas mis là, tout le paquet pour aller le chercher. Mais j'ai toujours cru que c'était une erreur qui avait été faite de ne pas aller chercher Guy Lafleur. Le style de jeu des Nordiques est électrisant. Avec les Marc Tardif, les Réal Cloutier, l'équipe offre aux partisans le meilleur spectacle en ville. C'était le fun parce qu'on sortait avec des bonnes statistiques, en fait, de compte. Les gars sortaient. Réal Cloutier, à la dernière année de l'Association mondiale, il a compté 115 buts, si ma mémoire est bonne. Fait que, tu sais, Marc Tardif a compté l'avant-dernière, je pense que c'était au-dessus de 150 points. Veut pas, ça fait des buts, mais ça fait un spectacle, c'est ça. En 1977, les Nordiques remportent une victoire historique de 6-1 contre les Soviétiques. Le 26 mai, c'est la conquête de la Coupe Avco, l'équivalent de la Coupe Stanley, aux dépens des Jets de Winnipeg. Tout semble aller pour le mieux,
Mais les équipes de l'AMH disparaissent les unes après les autres. En réalité, c'est toute l'Association mondiale de hockey qui coule lentement. Après la pause, la fusion de l'AMH et de la Ligue nationale. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Le matin, en me levant, je regardais toujours les journaux, à savoir, pas le pointage, mais ce qui m'intéressait, c'était l'assistance. Je voulais savoir si à Indianapolis ou ailleurs, à Phoenix, il y avait eu du monde à la messe. Et parce que ça, évidemment, mais c'était une question de survie. Si on se retrouvait à 3 équipes dans l'Association mondiale, mais ça a été la fin. Pour la direction des Nordiques, l'AMH ne devait être qu'un raccourci vers la Ligue nationale. La LNH, elle, attend que l'Association mondiale s'éteigne, à bout de ressources. Let the bastards simmer in their juices. Ça veut dire quoi, ça? En français, ça veut dire laisser les bâtards mijoter dans leur jus. Parlant de l'Association mondiale. L'arrivée de John Ziegler à la tête de la Ligue change la donne. À Québec, un jeune avocat, Marcel Aubu, devient président des Nordiques. Et l'achat des Nordiques par la brasserie O'Keeffe assure enfin une assise financière au club. À Montréal, la plus grande taverne, le samedi soir, c'est le Forum. Quand il y a 18 000 personnes là, qui sont là, et si vous mettez un verre de bière par 2 personnes là, au début du match, aux 2 intermissions, vous avez une taverne payante. À Québec, même chose. Ils vont agrandir le Colisée. C'est le gouvernement qui va même agrandir le Colisée pour permettre de vendre plus de bière à O'Keeffe en fin de semaine. On parle de plus en plus de fusion de la Ligue nationale et de l'Association mondiale. Avec une seconde... Une nouvelle tentative de rapprochement entre les 2 ligues a avorté hier à Détroit. Les pourparlers reprennent en mars 1979 à Key Largo, en Floride. Il y avait 17 équipes dans la Ligue nationale en 1979. 17. Et il fallait que 25 des équipes s'opposent au projet pour que tout tombe à l'eau. À la toute fin, voyant que personne d'autre n'osait s'avancer pour s'opposer au projet, Montréal est devenue la 5e équipe qui s'est opposée à la fusion de 1979. Donc, ils avaient leurs 25 et plus. Et le projet tombait à l'eau, forcément. C'est surtout Québec qu'on voulait bloquer, parce que Molson voulait garder le marché total de la bière au Québec. Montréal et Molson portent l'odieux d'avoir empêché des villes canadiennes comme Winnipeg, Edmonton et Québec d'entrer dans la Ligue nationale. Mais ce n'est pas resté là parce que la réaction a été très vive partout à travers le Canada. À Winnipeg et à Québec, un boycott de Molson s'organise. Les journaux mènent une campagne contre la brasserie de Montréal. On tire à la carabine sur un entrepôt de Molson. Finalement, le 22 mars 1979, la Ligue nationale cède et accepte la fusion avec l'AMH. On accepte les 4 équipes. Au lieu de payer 6 millions pour adhérer à la Ligue, on demande 10 millions. Et, en dernier lieu, il y avait une petite clause. Pas de droit de télévision pendant 5 ans. En principe, sans droit de télévision, une équipe ne peut pas survivre. Mais à Québec, on ne fait jamais les choses comme tout le monde. Même si on n'avait pas de droit de télévision, on avait beaucoup de commanditaires que l'équipe réussissait à approcher puis qui pouvaient nous faire certaines commandites. On avait des groupes de personnes qui étaient unis ensemble. Ils se mettaient des fois 10 pour acheter 2 billets de saison. Et un venait pour 3 parties, l'autre 3 autres, etc., etc. Et on avait des groupes qui allaient à Chicoutimi. On avait des groupes qui venaient du pas du fleuve, partout. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a réussi à survivre pendant si longtemps. Marcel Aubu réalise enfin son rêve. Les handicaps étaient très nombreux, les risques étaient énormes et tout le monde a fait son bout de chemin. C'était la cohésion d'efforts de plusieurs groupes. Et en fin de compte, on a réussi. Je pense que c'est l'aboutissement réellement de quelque chose de rêvé depuis longtemps. Il a son nouveau Colisée. Il a réussi à retenir ses meilleurs joueurs. Il a tenu bon face à l'establishment de la LNH.
même face au tout-puissant président de l'Association des joueurs, Alan Eagleson. Je ne suis pas convaincu que les Nordiques seraient là pour 2-3 ans. Mais Winnipeg et Edmonton seront là à cause de la brasserie Molson's, parce qu'ils ont donné les nouveaux clubs beaucoup d'argent. Alan Eagleson lui-même doutait que Québec puisse faire le saut dans la Ligue nationale. D'ailleurs, il faut le dire, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. D'abord, cet écrasement d'avion ce soir à appareil de Québec Air, quelques instants après le décollage de l'aéroport. Claude Bédard et Marcel Aubu devaient prendre cet avion. À la dernière minute, ils décident de prendre le vol d'Air Canada. Ce coup du sort leur sauve la vie. À New York le lendemain, Marcel Aubu reçoit la concession officielle de la LNH. Et c'est ainsi que commence l'histoire des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Les Nordiques font maintenant partie de la Ligue nationale de hockey, mais l'équipe n'est pas très compétitive. La direction va devoir faire preuve de créativité dans l'embauche si elle veut que le rêve ne tourne pas au cauchemar. Les Québécois ne seront pas déçus. Comme nous le verrons dans le prochain reportage, une équipe formidable se met en place. Toute la ville de Québec nous disait « T'as pas le droit de perdre, t'as pas le droit de perdre ». On travaillait avec ça, puis on vivait avec ça, puis moi, je trouvais ça correct. Ça a créé une rivalité instantanée, si on peut dire. Tout le monde en a profité. Les joueurs, les athlètes en ont profité, les arbitres et le peuple aussi.